Une fois n'est pas coutume, mais nous ouvrons donc ce tour de l'actualité par des nouvelles françaises, puisqu'hier, Michel Barnier, au terme de négociations délicates, a établi une liste pas encore officielle de 38 ministres qui pourraient composer son futur gouvernement. Tout ceci est donc encore à prendre au conditionnel, mais la France va peut-être enfin avoir un gouvernement. Un gouvernement qui marquerait clairement la droitisation du second mandat d'Emmanuel Macron. Donc, sauf changement de dernière minute, toujours possible, le gouvernement devrait comprendre 38 membres, dont 16 ministres de plein exercice. Parmi eux, 7 macronistes et 3 républicains, 2 Modem, 1 Horizon ou encore 1 du parti centriste UDI. Parmi les 3 ministres issus de la droite figurerait Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui devrait être nommé au ministère de l'Intérieur. Du côté de Bercy, le nom du ministre qui aura la lourde tâche de redresser les comptes publics n'est toujours pas connu. Tout au plus, nous savons que Laurent Wauquiez aurait refusé le ministère des Finances après s'être vu refuser celui de l'Intérieur. Toujours est-il que le nouveau Premier ministre a promis que le gouvernement serait annoncé d'ici dimanche. Toujours en France, hier, les commissions des finances du Parlement ont reçu le document qu'elles demandaient depuis longtemps, document détaillant les plafonds de dépenses envisagés pour chacune des missions de l'État en vue de la préparation du budget pour 2025. Il s'agit d'un document provisoire, mais qui permet tout de même de cerner les futures coupes budgétaires. Et les grands perdants sont le travail et l'emploi, avec un budget qui serait rogné de 7% à 31 milliards. L'aide publique au développement et l'agriculture sont également concernés par ces baisses, puisque les budgets devraient reculer respectivement de 19 et 6%. Il y a aussi ceux dont l'augmentation est prévue en dessous de 2%, le chiffre approximatif de l'inflation. On pense au ministère de la Justice, dont le budget devrait prendre 1% à 10,2 milliards, ou bien encore le budget de l'Éducation nationale, qui serait augmenté de 0,15% à 64,5 milliards d'euros. Le budget de la culture resterait stable en valeur absolue, mais donc baisserait. Et parmi les grands gagnants de cette proposition, nous retrouvons la défense, avec un budget en hausse de 7%, la sécurité avec une hausse des budgets de la police et de la gendarmerie de 3%. À l'international, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a pris la parole hier après la série d'attaques qui a eu lieu depuis mardi dans le pays, et il a affirmé lors d'un discours télévisé que sa formation avait reçu un coup sévère et sans précédent, accusant Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges en faisant exploser les appareils de transmission de son groupe. Il a ajouté que les affrontements se poursuivront entre Israël et le Hezbollah jusqu'à la fin de l'agression à Gaza. Je le cite, je vous rappelle que mardi dernier, une première attaque avec des beepers avait causé la mort d'au moins 12 personnes et fait 2800 blessés. Et dès le lendemain, mercredi 18 septembre, une deuxième attaque encore plus meurtrière, cette fois-ci avec des talkie-walkie piégés, avait tué 25 personnes. L'explosion des engins serait la conclusion d'une opération de plusieurs mois menée par Israël pour cibler le plus grand nombre possible de membres du Hezbollah, et ce de façon simultanée. Côté israélien, alors qu'officiellement les attentats n'ont pas été revendiqués, un ancien haut responsable de l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, a évoqué une opération réussie. Toujours est-il qu'Israël a lancé hier une vague de frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, selon un communiqué. Toujours hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Paris pour participer à une réunion sur la crise au Moyen-Orient, avec une attention particulière sur l'état des négociations en cours sur le cessez-le-feu à Gaza et la situation au Liban. Washington, qui n'a pas explicitement condamné ces attaques, mais qui s'inquiète de l'évolution de la situation, et même si le pessimisme semble s'être emparé du camp américain, puisqu'après avoir affirmé pendant des mois qu'un cessez-le-feu et un accord sur la libération des otages étaient proches, de hauts responsables reconnaissent désormais en privé qu'ils ne s'attendent plus à ce qu'Israël et le Hamas parviennent à un accord, et ce avant la fin du mandat du président Biden. Sur le plan de la politique monétaire, la Banque du Japon a annoncé cette nuit le maintien de son taux directeur à 0,25% après sa décision de l'avoir relevé fin juillet, ait fait grimper le yen et contribué à prolonger brièvement les marchés mondiaux dans l'effroi. Cette décision
conforme aux attentes des analystes, intervient quelques heures après l'annonce d'une légère accélération de l'inflation en août à 2,8% sur un an hors produits frais et 2 jours après la baisse des taux décidés par la Réserve fédérale américaine. Sans surprise, et au lendemain de la décision pleine de courage de la Fed, la Bank of England a maintenu hier son principal taux d'intérêt à 5% après l'avoir abaissé de 25 points de base au cours de sa réunion d'août dernier. Le comité de politique monétaire de la BOE a en effet voté par une majorité de 8 voix contre 1 en faveur d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels. La Bank of England a par ailleurs décidé de réduire la taille de son bilan de 100 milliards de livres jusqu'à septembre 2025, un rythme comparable à celui des 2 années précédentes. Quant aux projections, alors que la cible d'inflation et de croissance ont été légèrement abaissées, l'institution a précisé qu'une nouvelle réduction des taux est probable dès sa prochaine réunion dans cette semaine. Elle a en outre déclaré qu'elle adopterait une approche graduelle pour assouplir sa politique en supposant qu'il n'y ait pas de changements importants dans l'économie. Cette décision intervient un jour après que la Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux d'1 demi-point de pourcentage et une semaine après que la BCE a procédé à sa deuxième réduction d'un quart de point de taux, et ce depuis le début de l'année. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, regardons ce à quoi les marchés financiers seront attentifs en ce vendredi 20 septembre. Et l'essentiel de l'actualité macroéconomique est tombé cette nuit et ce matin, puisque les investisseurs regardaient très certainement avec attention l'évolution de l'inflation au Japon, également l'évolution de la politique monétaire en Chine, et les ventes au détail en Grande-Bretagne étaient également attendues par la communauté financière, et globalement pas de surprise du côté de ces données. Pour le reste de la journée, écoutez, pas grand chose à se mettre sous la dent d'un point de vue macro ou d'un point de vue micro. Regardons donc maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé la séance dans le vert, les investisseurs saluant la décision de la Réserve fédérale américaine de lancer son cycle de baisse de taux par une baisse importante. Pour les experts, la Fed a montré qu'elle ferait le nécessaire pour maintenir une croissance économique soutenue, ce qui pourrait limiter toute réaction négative aux mauvaises données, notamment sur le marché du travail, source de nervosité sur les marchés financiers. À Paris, le CAC 40 a recouvré les 7600 points à la faveur d'un bond de 2,29% à 7615 points. À Londres, l'euphorie a vite été calmée par une Bank of England rabat-joie qui a laissé ses taux inchangés. La politique monétaire devrait donc rester restrictive suffisamment longtemps outre-Manche jusqu'à ce que les risques de voir l'inflation revenir durablement à l'objectif de 2% à moyen terme se soit davantage dissipé. Une stratégie qui n'a pas plu aux investisseurs britanniques. Résultat, le FTSE n'a pris que 0,91% hier à 8328 points. À Francfort, le DAX a lui engrangé 1,54% et s'est tout doucement levé sur les 19 000 points, alors qu'en séance, il a atteint un nouveau record à 19 044 points. Aux États-Unis, Wall Street a clôturé en hausse hier, et même si cela n'a pas forcément été évident tout de suite, les investisseurs américains ont particulièrement goûté la baisse déterminée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. En effet, après avoir reculé mercredi, les principaux indices actions américains enchaînent désormais les records. Il semble désormais acquis pour les investisseurs que la Fed va réduire ses taux de manière agressive au cours de l'exercice prochain, ce qui devrait être un puissant catalyseur pour les actifs à risque. Le Dow Jones, grâce à un gain de 1,26%, a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 42 000 points en clôture à 42 025 points. Le S&P 500 a pris 1,7% à 5 713 points. Enfin, le Nasdaq s'est lui envolé de 2,51% à 18 013 points. En Asie, ce matin, les marchés financiers ont poursuivi sur leur lancée post-décision Fed, portée par ailleurs par la décision de la Bank of Japan de maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Dans cet environnement, le Nikkei s'est apprécié de 1,53% à 37 723 points. Sur le marché des taux souverains, ce sont logiquement les taux courts qui ont été impactés par la décision de la Fed. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans est resté stable à 2,193%, alors que celui du Bund à 2 ans a reculé d'un peu moins de 5 points de base à 2,216%. En France, l'OAT 10 ans a pris 1,2 points de base à 2,92%, alors que le rendement français à 2 ans a lui reculé de 5,4 points de base à 2,447%.
À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans prenait 5,3 points de base à 3,7396%, tandis que le rendement à 2 ans restait inchangé à 3,65%. Sur le Forex, alors que les inquiétudes sur un hard landing ou une récession aux États-Unis sont dissipées, l'euro a tout de même réussi à trouver du carburant pour gagner 0,2% hier à 1,1151 $. Enfin, hier, les prix du pétrole ont recouvré des couleurs, ont retrouvé une tendance positive, les investisseurs ayant recouvré l'appétit pour le risque. La baisse marquée de la Fed et le regain de tension au Proche-Orient ont boosté les cours. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre s'est apprécié de 1,67% pour clôturer à 74,88 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance octobre, il a pris 1,47% à 71,95 $. Notons qu'après avoir atteint un plus bas de 16 mois, les cours du WTI ont repris 10% en une semaine. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 20 septembre 2024. Et juste après cette courte page de publicité, nous allons retrouver Antoine Quesada et son Chrono Caca tout de suite sur Téléfinance.